Il y a 1 an, je passais ma visite médicale et la médecin du travail m'a dit d'un ton très affirmatif, célibataire, je suppose. C'est à ce préjugé que notre société est encore bien trop confrontée. La vision asexuée des personnes en situation de handicap. Alors, quand on a un lourd handicap comme le mien, où je ne peux bouger que les muscles de mon visage, qu'un pouce et qu'un orteil, est-il possible d'être aimé, de jouir d'une sexualité épanouie et d'être désiré? C'est déjà le genre de questions que je me posais à l'adolescence, sauf que moi je me la suis posée bien trop longtemps et je n'ai eu ma réponse qu'à 35 ans. Alors je suis en couple depuis 2 ans avec un homme valide. Alors pourquoi je précise valide? Eh bien parce que trop de gens me demandent encore si je suis avec quelqu'un d'handicapé. Comme si cela devait être forcément le cas. Alors, imaginez-moi avec quelqu'un qui aurait les mêmes difficultés motrices que moi. Essayez d'imaginer. Bon, ok, pas trop longtemps parce que vous allez vite vous ennuyer. L'amour platonique, se regarder dans le blanc des yeux, si ça convient à certains, tant mieux, mais en tout cas très peu pour moi. Je ne vais pas en plus m'imposer ça pour le reste de ma vie. Et j'assume ce côté catégorique dans mes propos, parce que j'y ai longtemps réfléchi, et peut-être que si le handicap n'avait pas été un critère rédhibitoire, j'aurais peut-être rencontré quelqu'un plus facilement, et encore, pas forcément, puisque la plupart des personnes handicapées pensent comme moi. Alors j'ai rencontré mon homme dans le milieu associatif, très loin de chez moi, lors d'une réunion de bureau. Alors il m'a tout de suite beaucoup plu. Mais mon cerveau m'a comme immédiatement bridé de toute éventualité d'une suite à cette rencontre. C'était peut-être par protection, parce que je m'étais déjà bien trop cassé les dents avec beaucoup d'hommes qui me disaient par exemple « Ah, je veux être ton ami pour la vie ». Ceci dit, mon inexpérience m'a empêché de voir les signes de son côté. C'est mon auxiliaire de vie, la première, qui en rentrant le soir m'a dit « Laetitia, je crois que tu as une touche ». Parce qu'il lui avait déjà posé discrètement beaucoup de questions sur moi. Et moi, bien sûr, je lui ai répondu « Alors là, n'importe quoi, tu as complètement rêvé ». Et ce n'est qu'après plusieurs semaines de discussion, parce qu'il avait réussi à obtenir mon numéro, que je me suis aperçue que l'intérêt était réciproque. Quel bonheur de discuter de sexe avec un homme qui ne voyait pas de barrière à mon handicap. J'étais enfin une femme qui plaisait et qu'on avait envie de revoir. Alors, il a voulu venir me voir, et quand il est venu chez moi, on est allé au restaurant, un petit peu comme souvent, et quand nous sommes rentrés chez moi, eh bien, j'avais forcément très envie de lui. Et ma manière de lui suggérer a été de me préparer dans ma chambre, bien sûr avec mon auxiliaire de vie, en petite nuisette sexy. Et c'est à son sourire et à son regard quand il est rentré que je me suis aperçue que lui non plus n'avait pas envie de partir. Alors, je vous épargnerai les détails croustillants de cette première nuit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en espace de quelques heures, tout a basculé pour moi. J'étais désirée, j'étais touchée par des mains qui n'étaient pas désincarnées, comme toutes celles que j'avais connues depuis toute petite. Mon corps m'apportait du plaisir et plus de souffrance. Alors, quant à ma première fois, n'ayons pas peur des mots. Ma première pénétration. J'ai vraiment la chance d'en garder un souvenir agréable et non traumatique, comme beaucoup de femmes. Donc c'est ma petite revanche sur toutes ces années où j'ai tant attendu. Je suis devenue l'égale de toutes les femmes, et en plus grâce à quelqu'un que j'aimais. Et même si, évidemment, la sexualité ne se résume pas à la pénétration, pour moi c'était tout de même une étape, un rite de passage très important. Alors à la suite de cela, je crois que j'ai agacé tout mon entourage, tellement j'avais envie de crier au monde entier
que j'avais enfin trouvé quelqu'un. Je fatiguais mon auxiliaire de vie à lui demander très souvent « Tu crois qu'on peut dire que j'ai un mec ?» Alors, quand je me suis enfin mis en tête que j'étais bien en couple, j'ai découvert toutes les conséquences de la découverte de la sexualité à un âge déjà avancé. Alors, quand je dis avancé, bon, je n'avais que 35 ans, je n'étais pas vieille. Hein. Mais tout de même, 20 ans me séparaient de la moyenne. Surtout que je n'ai jamais pu me masturber, jamais pu découvrir mon corps par moi-même. D'habitude, vous vous en souvenez très bien, c'est à l'adolescence qu'on connaît ça. Est-ce que vous vous rappelez à ce moment-là tout ce qui naissait en vous, dans votre corps et dans votre esprit? Est-ce que vous vous souvenez de tout l'impact que cela avait pour vous, même si vous étiez jeune? Eh bien forcément, même si j'ai une certaine maturité par rapport à la sexualité, j'ai forcément des comportements et des ressentis de jeune prépubère. Je n'ai que 2 ans en relation affective et sexuelle. Et la jeune que je suis est en grande quête de sensations et de découvertes. J'ai un appétit sexuel insatiable. Alors qu'il s'agisse de ma personnalité ou d'un manque à combler, j'ai comme un besoin de rattraper le temps perdu. Et 35 ans, ça fait beaucoup. Alors même si mon cœur n'a pas été abîmé par différentes expériences amoureuses qui ont mal tourné, il a tout de même beaucoup souffert de ce grand manque affectif et surtout de s'être senti rejeté pendant tant d'années. Alors j'ai envie de tout essayer. Et je peux vous dire, finalement, heureusement que je ne peux pas lui sauter dessus, parce que je pense que je l'épuiserais. En fait, depuis que j'ai connu le sexe, je crois que je ne peux encore moins m'en passer. M'est-il arrivé de ne pas avoir envie? Non, jamais. Contrairement à lui. Parce que lui, forcément, il a connu la sexualité depuis longtemps. Donc, il n'a pas la même soif de découverte que moi. Il n'a pas les mêmes besoins, les mêmes attentes. Donc, on a forcément un petit décalage de libido, même si j'ai de la chance, parce que j'ai rencontré quelqu'un de très coquin aussi. Alors, tout cela entraîne forcément certaines frustrations. Et en parlant de frustration, j'en ai beaucoup plus que lui en matière de sexualité. Ma première grande frustration, c'est mon impossibilité d'initiative, d'excitation sexuelle. Je ne peux absolument donner aucun câlin ni caresse sans demander. Ma deuxième grande frustration, c'est de devoir être toujours sur ce fauteuil qui limite forcément les possibilités de contact et de devoir être dans un lit pour pouvoir faciliter cela. Ça diminue forcément un peu la spontanéité. Alors les frustrations, j'en ai eu depuis très longtemps, et j'en aurai encore beaucoup, notamment à cause de mon handicap, mais je vous avouerai que ces deux-là, pour moi, ce sont les plus durs à gérer. Là où j'ai le moins de frustration, c'est en termes de position sexuelle, parce que je ne jure pas par le Kama Sutra. Et comme dirait un écrivain en situation de handicap, il n'y a pas que la levrette dans la vie. Et mon compagnon m'a permis aussi de me rendre compte que je pouvais quand même explorer pas mal de positions, que tout était question d'adaptation et que rien n'était forcément impossible. J'ai d'ailleurs longtemps cru que tout ce que je ne pouvais pas faire allait forcément nuire à mes relations. Je voyais cela comme une barrière, comme un obstacle difficile à surmonter. Mais mon homme m'a pris avec mes limites. Et cela ne semble pas le gêner plus que cela. Et récemment, d'ailleurs, je peux vous dire qu'il m'a dit que j'étais son meilleur coup. Et ouais, les mecs, vous avez loupé quelque chose. Alors que je reste souvent bloquée derrière mes impossibilités, il m'a prouvé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. C'est que mon handicap
pouvait apporter un plus dans une relation, notamment par rapport à une relation de couple dit classique. Quand on s'occupe d'une personne, on est forcément plus à l'écoute de l'autre. On partage des moments de complicité supplémentaires, on se touche davantage, et cela peut même éveiller le désir. Et dans ces cas-là, le handicap et la dépendance peuvent être un atout dans le couple. Et comme le disent très bien Joanne Chollet et Sébastien Roux, la ressource érotique rend possible, voire facilite, l'échange amoureux. Imaginez-vous le choc en moi de me rendre compte que mon handicap avait quelque chose de positif dans ma vie affective et sexuelle, alors que c'est un schéma complètement inverse que je m'étais ancré dans le cerveau. Imaginez-vous le surhandicap que je m'étais créé finalement. Alors, maintenant concrètement, comment est-il possible, à votre avis, d'avoir des relations sexuelles avec une personne en situation de handicap qui ne peut pas du tout bouger comme moi? Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est comme quand une femme fait l'étoile de mer. Sauf que non, j'exagère. Parce qu'au fond, moi, je ne regarde pas le plafond en attendant que ça se termine. J'ai bien d'autres possibilités d'exprimer ma sexualité et ma libido. Alors forcément, cela passe tout par la parole et par l'autre. Pour qu'il se passe quelque chose, évidemment, mon compagnon ne peut pas rester passif. Mais alors, comment puis-je lui suggérer mes envies? Au départ, j'avais une grande gêne de devoir tout verbaliser. Imaginez-vous que tout ce que vous avez envie de faire à votre partenaire ou qu'il vous fasse, vous deviez lui demander et lui exprimer par la parole. C'est un exercice très difficile, mais j'avais besoin de le faire pour réduire ma frustration. Et puis même, il dit que de temps en temps, quand je lui exprime mon envie de le chatouiller, il a comme une sensation de chatouille. Bon, ok, il a beaucoup d'imagination. Il devine maintenant très facilement également ce que j'ai envie ou ce que je souhaite qu'il me fasse. Mais j'hésite beaucoup moins à lui dire ce que je veux faire et où je voudrais le toucher. Alors ce ne sont pas des ordres, mais c'est forcément directif. Mais c'est ma façon de pouvoir m'exprimer sans aucune possibilité de mouvement possible de façon autonome. Ensuite, il y a la communication non verbale. Et oui, on n'y pense pas à celle-là. Mon compagnon marche beaucoup au ressenti. Il fait très attention à mes frissons, mes contractions aussi minimes qu'elles soient. La chaleur de mon corps, mes rougeurs, ma respiration, les battements cardiaques et bien sûr, les mouvements du visage. Alors ce ne sont là que quelques exemples de la possibilité d'une vie affective et sexuelle, même avec un lourd handicap physique comme le mien. Évidemment, certaines contraintes n'effacent jamais le handicap. Mais c'est tout de même principalement l'environnement et la vision de la société qui le crée. Tant que le handicap sera perçu comme une barrière à tout, et malheureusement c'est encore le cas dans notre pays et dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, eh bien le sexe et l'amour ne sera pas considérés comme une possibilité dans la vie d'une personne handicapée. Et comme un cercle vicieux, cette vision reviendra sur la personne concernée elle-même, qui se créera à son tour un surhandicap. Je suis née, je respire, j'existe, donc je suis comme vous. J'ai les mêmes besoins, j'ai les mêmes attentes, j'ai les mêmes risques à prendre, j'ai les mêmes déceptions à connaître, mais surtout, j'ai les mêmes bonheurs à vivre. Alors je réponds haut et fort à cette médecin du travail. Non, je ne suis pas célibataire. Et oui, j'ai des relations sexuelles. Merci.